Chers amis de la Samir, merci de m'avoir invité pour ce cours sur l'endophtalmie aiguë. Je disais dans un autre cours, c'est toujours un plaisir d'être avec les amis du Royaume, les Marocaines et les Marocains. Et pour moi, c'est la première fois à la Samir, alors que je suis venu bien souvent à la Somme puis à la SMD, à la SMJ. Je vous montre mes conflits d'intérêts. En fait, dans les endophtalmies, on les classe en endogènes, exogènes, et dans les exogènes, on classe en endophtalmie de proximité, par exemple après ulcère de cornée, chirurgie réglée, c'est ça qui va nous intéresser dans le cadre de ce congrès de la Samir, puis les traumatismes, on n'en parlera pas. Donc on va se dédier euh, au, l'endophtalmie aiguë, puisque vous savez qu'il y a des endophtalmies chroniques aussi, des endophtalmies aiguës, donc qui surviennent soit dans le premier mois, soit pour être fidèle à l'EVS, on en parlera dans les 42 jours post-opératoire. Et bien sûr, on va faire la part belle à la cataracte, puisque c'est votre principal pôle d'intérêt. Hein. Alors, définition, l'endophtalmie, en fait, c'est difficile. Le lieu d'infection, normalement, c'est le vitré. Mais il y a des fois où c'est essentiellement un champ d'erreur. Mais on va dire quand même, c'est quand même le vitré. Donc, c'est plus qu'une uvéite, si vous voulez, parce qu'on peut dire, ben oui, pourquoi pas, on parle d'une uvéite. Non, c'est très localisé au niveau du vitré, cette infection. La définition, ben, elle est clinique ou biologique, c'est-à-dire une réaction clinique exagérée par rapport à ce qu'on attendrait, puisqu'on sait qu'il y a des cultures négatives hein, dans d'authentiques endophthalmies. C'est quand même assez frontière entre l'infection et l'inflammation. Des fois, on ne sait pas. Et dans ce cas-là, il vaut mieux traiter comme une endophtalmie si on en a un doute. Et je vous ai mis justement l'articulation endophtalmie uvéite, point d'interrogation, puis aigu chronique, en sachant qu'il y a des papiers où on met le cut-off entre aigu et chronique à 30 jours et l'autre 42 jours. C'est des détails, mais quand on parle d'épidémiologie, ça a plus d'importance que ça. Donc en pratique clinique, bah, je ne vais pas trop insister, tout le monde, beaucoup de personnes, hélas, ont dû faire face à une endophtalmie en post-opératoire. Hein. Alors, la douleur, oui, on va voir que ce n'est pas tout à fait constant. Baisse d'acuité visuelle, oui. L'œil rouge, oui. Épiphorie, photophobie. Signes généraux, il n'y en a pas, la plupart du temps. Les signes physiques, donc, on voit bien sur la photo du bas, c'est perte du reflet pupillaire. Il y a le plus souvent une membrane, donc on ne voit pas l'orange du reflet de la lumière sur la rétine. Troubles de l'humeur aqueuse, stendhal, hypopion, œdème cornéen, la plupart du temps, œdème palpébral, chémosis conjonctivale, rougeur, bref, œil rouge, baisse d'acuité visuelle, hein, c'est ça. La pression intraoculaire, elle peut être augmentée, mais elle peut être abaissée aussi. Puis surtout, quand on a accès au fond d'œil, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, les hémorragies rétiniennes, notamment périphériques, ont beaucoup d'intérêt, alors que la hyalite n'a pas eu le temps de se constituer. Effectivement, l'iris, il ne se dilate pas beaucoup. Et d'ailleurs, quand on opère, on sait bien qu'il faut faire des manœuvres à ce niveau-là. Si on regarde, alors l'étude majeure, hein, c'est Endophthalmitis Vitrectomy Study, qui a été publiée oui, en 95, ça fait un moment, mais qui reste l'étude clé en matière d'endophthalmie post-opératoire. Vous voyez, il y a eu 153 cas, et parmi les symptômes, vous voyez que la douleur, elle était présente dans 75%. Ça veut dire qu'on peut faire une endophthalmie aiguë post-opératoire, un cas sur quatre, il n'y aura pas de douleur. Donc, ce n'est pas un signe absolu. C'est pas un signe absolu. Une fois qu'on a fait le diagnostic à la lampe infante, hein, effectivement, on peut faire des examens complémentaires. Alors, des radiographies dans le cadre d'une endophtalmie post-traumatique, mais ce n'est pas ça qui va nous retenir ici. Par contre, une échographie, ça a beaucoup d'intérêt. C'est notre ami Christophe Chiquet à Grenoble avec qui on a beaucoup travaillé. J'ai parlé du groupe Friends. Hein, on était 4 facs, Lyon, Grenoble, Dijon et puis Saint-Étienne, et on a fait beaucoup de papiers là-dessus avant la céfuroxime, puisqu'aujourd'hui c'est difficile d'avoir des grandes séries, on va dire grâce à la céfuroxime qui a diminué beaucoup les endophthalmies. La choroïde, elle est épaissie, hein, puis surtout on peut voir comme dans cet écho, il y a un aspect un petit peu d'abcès, on va dire, au niveau du vitré. Hein, donc l'échographie est très certainement très utile, et vous avez très bons échographistes à Rabat, je pense à notre collègue si sympa,
à Rabat, elle se reconnaîtra. Euh, alors, faut-il prélever? Ben, il faut prélever si on a l'infrastructure derrière. Si on n'a pas l'infrastructure, il ne faut pas prélever, bien sûr. Mais par contre, chaque fois qu'on peut prélever, c'est très utile pour connaître les germes. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous trouvez dans un germe fécal, par exemple un Escherichia coli, c'est sûr que l'Escherichia coli, ce n'est pas vous qui l'avez mis pendant la chirurgie, hein. C'est le patient qui s'est gratté là où il ne fallait pas, qui ne s'est pas lavé les mains après, puis qui a mis ses mains dans l'œil pour mettre ses gouttes. Donc là, si vous avez un problème avec la justice, vous pouvez dire un germe du tube digestif, ça ne vient pas de moi, ça vient des patients. Donc, qu'est-ce qu'il faut prélever? La conjonctive, la plaie, au niveau de l'incision, c'est là. L'humeur aqueuse, oui, mais c'est surtout le vitré qu'il faut prélever, ça c'est très important. Et puis donc, l'ensemencé, suivant les critères de votre caractère de biologie. Donc, normalement, il n'y a quasiment pas de mycose, hein, c'est essentiellement des bactéries. Puis l'examen direct entre lame et lamelle, oui, bien sûr. Et les cultures, alors, il y a différentes modalités pour faire des cultures, notamment des bactèques, hein, des hémocultures pédiatriques dans lesquels on va verser le vitré dedans, ça pousse bien, généralement. La PCR, alors la PCR, Christophe Chiquet a beaucoup travaillé là-dessus dans le groupe Friends, hein, et vous voyez qu'avec la PCR, on obtient beaucoup plus d'identification de germes, effectivement, avec le petit bémol qu'on n'a pas d'antibiogramme. Mais un antibiogramme dans les endophthalmies, je ne pense pas que ça sert à grand-chose parce que une fois que c'est commencé, on fait une antibiothérapie probabiliste. Les prélèvements, c'est surtout à visée épidémiaux. Puis quand on a une épidémie dans une clinique ou dans un hôpital, ça permet de repérer où ça se trouve. En fait, l'incidence, vous voyez, on voit très bien dans ces papiers faits en Scandinavie, depuis 1987 jusqu'à 2000, le taux d'endophtalmie, ça a beaucoup diminué. Alors, il y a eu la phaco, il y a eu toutes les précautions d'antisepsie, d'asepsie, mais Dieu merci, c'est ce qu'on peut dire aux patients, il y a moins de risques qu'avant, c'est clair. Il y a des publications qui retrouvent quand même des petites augmentations comme ça, mais à une époque, on avait incriminé les incisions cornéennes, et en fait, ça s'est avéré pas vrai du tout, parce que l'avantage d'une incision cornéenne, c'est qu'on ne met pas de suture et que ça fonctionne bien mieux. Il y a beaucoup moins d'endophtalmie, contrairement à ce qu'on disait à une époque. Et vous voyez, ça, c'est une étude entre 2000 et 2004, effectivement, qui suspectait effectivement ces incisions en cornée claire. En fait, ce n'était pas tellement le problème des incisions en cornée claire, c'était le fait qu'elles étaient, pour ceux qui opèrent en temporal, si vous voulez, qu'elles étaient décalées vers le bas. Et vers le bas, on sait qu'il y a la rivière lacrymale et ça peut poser des problèmes. Ça, c'est un papier qu'on a fait grâce à ce qu'on appelle au big data. La France, vous savez, c'est un pays curieux avec beaucoup de défauts. Il y a quelques qualités, et parmi les qualités de notre pays, il y a le fait qu'on a un système qui s'appelle le PMSI et qui récupère toutes les données de la chirurgie, alors de toutes les chirurgies, toutes les spécialités, pour le public et le privé. Donc on a une quasi-exhaustivité de ce qui se fait en chirurgie. Et quand on a accès à ces données, puis qu'on a des ingénieurs qui savent travailler dedans, parce que je peux vous dire que c'est pas très facile, on peut faire des travaux comme ça. Et donc, nous, on a récupéré les endophtalmies après chirurgie de cataracte en France de 2005 en 2014. On a publié ça en 2016 dans Ophthalmology. Et on voit très bien ici que l'incidence de l'endophtalmie post-opératoire aiguë, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, de 2005 à 2014, eh bien, vous voyez, elle a été divisée par 3 en France et on a 5 cas pour 10 000, alors qu'on avait quasiment 15 cas pour 10 000 10 ans avant. Donc ça va dans le bon sens, c'est quand même extrêmement encourageant. On s'était aperçu également dans un autre travail qu'on a publié dans le petit journal Ophthalmology qu'en fait, il y avait plus d'endophtalmie dans les chirurgies combinées que dans les non combinées. Je vous reparlerai de ça plus tard. Mais parmi ces combinés, si vous voulez, ce n'était pas les chirurgies cornéennes combinées ou les chirurgies de glaucome combinées, c'était les chirurgies vitréo-rétiniennes combinées qui augmentaient l'incidence de l'endophtalmie lorsqu'on avait une chirurgie vitréo-rétinienne plus l'ablation du cristallin, mais pas les autres. Et
voilà, donc ça c'est la même chose, où il y a, suivant le type de chirurgie, ici c'était statistiquement significatif. On avait aussi trouvé que les femmes étaient plus à risque que les hommes. Alors ça, c'est pas ce qu'on a retrouvé avant dans la littérature, puisque généralement les hommes accordent peut-être moins d'importance à leur hygiène, mais dans cette étude, on a trouvé ça. Et puis l'année de chirurgie, effectivement, plus l'année était ancienne, plus le taux d'endophtalmie était élevé parce que ça a diminué fort heureusement. Et on s'est intéressé, alors c'est simplement pour vous expliquer à travers la chirurgie maculaire. La chirurgie maculaire, on a fait ça pareil pour la même période et on s'est aperçu, vous voyez, qu'il y avait une augmentation lors du passage à la vitrectomie transconjonctivale sans suture, c'est-à-dire que les gens ne tunnelisaient pas forcément assez bien la sclère, comme on doit le faire dans ces cas-là, puis après c'est revenu à la normale. Mais pour attirer votre attention des chirurgiens du segment antérieur, je pense que c'est intéressant de voir ce papier qu'on a fait aussi sur cette chirurgie maculaire. Donc la chirurgie maculaire, vous voyez, elle a considérablement augmenté en France entre 2006 et 2016, et puis également les endophthalmies, c'est en orange. Ça paraît relativement logique, oui. Grâce au big data, on a quand même collecté 152 000 chirurgies maculaires et puis 380 endophthalmies. C'est ça les big data. Mais surtout, on a pu montrer que, suivant qu'on fait une chirurgie de membrane épérétinienne ou suivant que l'on fait une chirurgie de trou maculaire, alors là, ce n'est pas de la chirurgie combinée, hein, c'est de la chirurgie stand-alone, comme on dit. Hein. Seule membrane épérétinienne, seul trou maculaire. Eh bien, dans les membranes épérétiniennes, vous voyez, ici, le taux d'endophthalmie, il continue d'augmenter avec le nombre d'opérations, alors que dans le trou maculaire, il diminue. Et pourquoi ça? L'hypothèse, c'est que dans les trous maculaires, on met du gaz dans la cavité vitrine, donc on ne travaille pas en hypotonie, alors que dans les membranes épérétiniennes, on ne met pas de gaz et on est en hypotonie. Et vous transférez ça au segment antérieur. Les plus anciens d'entre vous se souviennent comment on faisait quand on faisait enfin on en fait encore hein, dans les cataractes très dures, des chirurgies manuelles, extracapsulaires manuelles. Forcément, on a un problème d'hypotonie quand on ouvre large la cornée. Et le grand avantage de la phacoemulsification, c'est qu'on travaille plus du tout en hypotonie, donc il n'y a plus de germes qui rentrent spontanément. Vous voyez, comme quoi c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, dans d'autres segments de l'œil où on n'est pas forcément expert. Et cette histoire de chirurgie maculaire et d'endophthalmie, elle montre bien quand même l'aspect délétère de l'hypotonie enfin, péropératoire et post-opératoire. Quand on termine une chirurgie de cataracte, je dis toujours aux jeunes, vous testez avec le coude d'une canule de Raycroft, là, le cornée, vous pressez, il faut pas, on doit pouvoir la déprimer, il ne faut pas que ce soit trop dur, mais il ne faut pas que ce soit trop bon non plus. Et puis, beaucoup de chirurgiens du segment antérieur font des injections intravitréennes pour des MLA. Donc, c'est intéressant de jeter un coup d'œil là-dessus en termes d'endophthalmie, puisque progressivement, vu le nombre des IVT qu'on fait aujourd'hui, vu la diminution du nombre des endophthalmies post-opératoires, eh bien, c'est pas tout à fait vrai, ça dépend des pays, mais on aura bientôt autant d'endophthalmie aiguë après injection intravitréenne qu'après chirurgie de cataracte. Il y a certains pays qui l'ont déjà rapporté. Et donc, on avait fait ce papier en 2015 dans l'American Journal of Ophthalmology pour savoir quels étaient les facteurs de risque de cette ophtalmie aiguë après une intervention. Hein, une IVT, c'est une intervention. Donc, ça, c'est les détails. Oui, on avait réuni 316 576 IVT et on avait eu 65 endophthalmies. Et on avait identifié les bactéries dans 43%. Et les bactéries, on y reviendra, c'est essentiellement des grammes plus comme après la cataracte. Et en fait, on avait essayé de voir donc les taux. Alors les taux, combien? Vous voyez, en haut, 2 pour 10 000. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais quand on est dedans, effectivement, ça pose problème. Ça, ce sont les signes qu'on avait enregistrés. C'est des signes qui sont relativement semblables à ce qui se passe après une chirurgie de cataracte, en sachant que le tableau est souvent un peu plus abattardi. C'est plus facile.
donc on faisait ponction de vitrée et ponction d'endophtalmie. Et donc, on avait établi l'incidence, qui, je vous le rappelle, est de 2 pour 10 000. Dans la littérature, c'est en gros ça. Plus récemment, on a fait un papier également sur ces injections d'IVT. C'est sorti dans le Journal of Ophthalmology en 2020, pour savoir quels étaient les facteurs de risque des IVT, alors soit d'anti-VEGF, soit de corticostéroïdes, le Zurdex pour faire simple et pour ne pas faire de publicité pour le produit. Et en fait, dans ce papier, grâce au big data, ce qui est intéressant, alors oui, là, il y avait 1 811 977 IVT, oui, ça fait quand même beaucoup, hein, chez 254 000 patients. À nouveau, ce sont les big data. Ça permet de voir plein de choses, je ne vais pas trop détailler ça. Et oui, on avait dans ces IVT essentiellement des anti-VEGF, puis 3,7% de corticostéroïdes, etc., etc. Et donc, on a eu ici, on retrouve, oui, le même chiffre qu'avant. Dans notre étude d'ophtalmologie, on trouve 2 pour 10 000. Donc, vous voyez que ce chiffre de 2 pour 10 000, c'est vraiment une valeur retrouvée dans la littérature. Mais surtout, qu'est-ce qui faisait le risque? Alors, le fait qu'on injecte des corticostéroïdes par rapport aux anti-VEGF, ça augmentait le risque de faire une endophtalmie après par 3, multiplié par 3. Donc, c'est sensible. Mais ce qui a permis de mettre le point là-dessus, c'était le problème à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une spécialité d'anti-VEGF qu'on n'a pas citée, qui n'était pas en seringue pré-remplie. Donc, il fallait faire des bidouilles. Et en fait, dès lors qu'on fait des bidouilles, eh bien, on augmente le risque d'endophtalmie. Et donc ça, le ranibizumab, donc c'est le Lucentis, vous voyez, à l'époque, et quand il était pré-rempli ou pas pré-rempli, eh ben, il y avait un risque augmenté, et là encore, vous voyez le risque pour les corticostéroïdes. Donc, c'est ce qui a poussé les industriels maintenant, cette étude, à ne fournir que des seringues pré-remplies pour éviter le risque d'endophtalmie. C'est quand même intéressant, et c'est la même chose pour la céfuroxime, je vous en parlerai aussi. Or, les germes en cause, c'est essentiellement des germes là on revient à la cataracte, mais également aux IVT, c'est valable aussi, c'est des germes de la conjonctive, hein, à moins d'une infection massive dans une machine, bref, c'est la conjonctive, l'inoculation des germes de la conjonctive dans l'œil. Vous allez me dire, mais on ne met pas de bétadine dans l'œil, bien sûr qu'on en met, mais la bétadine, ça ne tue pas toutes les bestioles et il en reste encore. Alors, c'est essentiellement des bactéries dans les endophtalmies aiguës, il n'y a quasiment pas de champignons, alors en Inde peut-être, au Maroc, je pense que c'est la même chose, vous avez essentiellement des bactéries, et c'est des grammes plus, et 96% de grammes plus, oui, donc ça permet déjà d'orienter l'antibiothérapie. Et puis, c'est essentiellement des staphypi, comme on dit, hein, coagulases négatifs, beaucoup moins de streptocoques dorés, des staph dorés, pardon, et puis des streptocoques, effectivement, sur des terrains un petit peu particuliers. Alors, les grammes négatifs, c'est beaucoup, comment dire, c'est beaucoup moins, et on peut avoir, alors Haemophilus, c'est un germe gram négatif, mais d'origine ORL, hein, donc il faut penser à ça, ou une grippe, mais et puis des germes digestifs, quand vous retrouvez Enterococcus fecalis, ou quand vous retrouvez Escherichia coli, c'est sûr que, ou un pio, c'est sûr que ça, c'est pas dans l'œil. Hein. Bon, les endophtalmies post-traumatiques cornées, je ne vous en parle pas, je ne vois pas. Alors, les facteurs favorisants, ben, c'est la virulence. Il y a des germes très virulents, comme les streptocoques, ça ne pardonne pas beaucoup, ou les grandes moines, les germes digestifs. Et puis la quantité, ce qu'on appelle le load, plus vous aurez de germes, plus vous avez le risque que ça se passe mal. Également, la qualité de la plaie tunnelisée, alors ça c'est un sujet de discussion hein, chez les chirurgiens de cataracte, il y en a qui ne tunnelisent pas leur plaie, ce qu'on appelle vous savez, ça fait un groove, et c'est vrai que le groove, il est ressenti par le patient, donc c'est l'avantage de ne pas tunneliser. Par contre, si on ne tunnelise pas, on met en jeu l'étanchéité de l'incision, et moi personnellement, je recommande vivement, malgré ce petit inconvénient pour le patient du groove, de
tunnélisé. L'implant de seconde intention, ben, c'est un facteur favorisant. Hein. Taux d'endophtalmie multiplié par 4, c'est l'EBS qui avait montré ça. Puis ouverture de la capsule postérieure multipliée par 4, de même que le diabète. Vous voyez, suture cornéenne, ce n'est pas du tout une sécurité, il y en a une ici, hein, contre l'endophtalmie. C'est surtout un problème de l'incision qui n'est pas très étanche, et c'est pour ça qu'il faut apprendre. Voilà, ça c'était des trucs que, dans un cliché personnel, je m'excitais beaucoup à l'époque pour voir une incision auto-étanche. On voit bien que la pression intraoculaire pousse ce volet plus périphérique pour ici étanchéifier. L'hypotonie est un danger, comme je vous l'ai dit. Alors, le diagnostic différentiel, eh ben, il y en a un, hein, c'est le TAS, c'est le syndrome toxique du segment antérieur. Et je vous dis tout de suite, si on a un doute entre une endophtalmie et un TAS, il faut évidemment injecter des antibiotiques pour ne pas passer à côté d'une endophtalmie. Alors voilà le TAS. Hein. Le TAS, ça se présente beaucoup plus tôt qu'une endophtalmie, avec un œil rouge, généralement un petit œdème cornéen, des dépôts sur l'implant. Voilà un autre TAS. On en a eu pas mal à un moment. Et là, il faut agir rapidement. Vous le savez, ça abîme beaucoup les cellules endothéliales. Hein. C'est une endothélie aiguë. Et si on n'intervient pas rapidement, eh ben, ça va mal se passer pour la cornée. Le traitement, c'est des corticoïdes locaux à forte dose, il n'y a pas de problème. Mais ça date de 92, ce TAS. Il y a eu plein de publications qui ont été faites. Il y a une task force à la SCRS. Et la présentation clinique, oui, en haut, c'est un TAS classique. Ça, en bas, c'est un TAS avec, oui, des dépôts sur la face antérieure de l'implant. La douleur, plus ou moins, voilà, des aspects TAS avec des signes conjonctivaux. Hein. Quand c'est très rouge, on y pense. Quand c'est moins rouge, là, c'est moins évident. La cornée, ben, il y a généralement un œdème. Oui, des plis de Descemet, hein, qui sont évocateurs. Et puis, bien sûr, si on fait une microscopie spéculaire, on verra qu'il manque des cellules. La pupille, ben, la pupille, elle est des rondes, parce qu'il y a des... Oui, ça, c'est la membrane cyclitique qui se défait petit à petit, hein, à ce niveau-là. Et puis, on a ces taches, effectivement. Alors, plus en arrière, le TAS, il faut savoir que ça peut donner des œdèmes cornéens, des œdèmes rétiniens à minima, hein, de même que les endophthalmies. Christophe Chiquet a très bien montré ça comme séquelles. Et en fait, oui, le grand diagnostic différentiel, hein, c'est que le TAS, ça survient plus tôt que l'endophtalmie. Les douleurs, elles sont encore plus rares, puis surtout, ça répond très bien aux corticoïdes. Et donc, si on a fait un diagnostic dont on est sûr, on n'injecte pas d'antibiotiques intravitréal. Si on n'est pas sûr, on peut toujours les injecter et ça ne mange pas de pain, j'oserais dire. Il ne faut pas passer à côté d'une ophtalmie. Plus tôt on intervient, mieux c'est. On peut avoir une trabéculite après, puis un œdème maculaire. Les étiologies, c'est bien surtout des instruments, des résidus. Donc, il faut avoir des protocoles très bien établis. Hein. Généralement, maintenant, les stérilisations, c'est des stérilisations centrales. Et vous voyez, nous, à l'époque, on avait un problème avec notre laveur. Hein. C'est dans un CHU quand même. Hein. Vous voyez ce qu'on trouvait quand même dans le laveur. Hein. Il y a de quoi quand même avoir peur. Et il a fallu se battre pour changer le laveur. Bref, c'est des détails avec l'administration. Mais notre épidémie de TAS, elle venait de ça, c'est clair. Le traitement, ben, c'est la dexaméthasone locale, on l'a dit, pas de problème. Et puis les outils, hein, comment on les fait. Alors chaque machine, chaque unité de soins a ses règles, mais je vous ai mis ce truc du JCRS en 2017 pour savoir comment il faut bien faire. Donc difficulté diagnostique, mais ne pas passer à côté. Ah, alors maintenant qu'on a vu les endophthalmies, et j'avais déjà présenté ça à la Somme il y a quelques années, et je m'étais fait un peu accrocher par un ou deux collègues qui n'étaient pas convaincus du bien fondé de la céfuroxime. Alors je vais essayer de reprêcher l'intérêt de la céfuroxime et à travers des études, des big data qu'on a faites. Je vais vous montrer ça. Oui, en fait, prévenir si on avait des euros pour faire l'asepsie, l'antisepsie, l'antibioprophylaxie, c'est vraiment l'asepsie et l'antisepsie qui sont la plus importantes. Et là, j'ai mis les trois pionniers. Alors, j'ai mis Pasteur au milieu, c'est un peu chauvin, vous me direz. Mais à gauche, c'est le grand Hongrois Semmelweis, hein, c'est le premier qui a expliqué que si les femmes mouraient en couche, c'était parce que les étudiants en médecine, qui accouchaient ces pauvres femmes et qui faisaient la fièvre puerpérale après, ils ne se lavaient pas les mains après avoir disséqué les cadavres. Hein, on ne savait pas qu'on pouvait communiquer une infection comme ça. Et puis donc ça, c'est Lichter, l'anglais, plus ou moins ennemi ou du moins concurrent, mais il s'entendait quand même pas trop mal avec Pasteur.
Alors, à une époque, on faisait tout un fromage de la douche bétadinée. Il fallait faire une douche bétadinée, un shampoing bétadiné la veille le matin. En fait, maintenant, vous voyez, il y a une mise au point qui a été faite en 2013 sur la SF2A, c'est la Société française d'hygiène hospitalière. Et en fait, la douche bétadinée, elle n'est plus obligatoire. Le fait qu'on fasse une douche préopératoire, ça a du sens, si vous voulez, mais le fait qu'on la fasse à la bétadine, ça n'a pas de sens. Donc ça, on a arrêté. Je ne sais pas comment vous faites au Royaume, mais ce n'est pas nécessaire de continuer à la faire. Par contre, l'antisepsie au niveau cutané, c'est toujours à la bétadine à 10%. Et puis dans les cul-de-sac, dans les cul-de-sac, je passe là-dessus, conjonctivaux, ben c'est à 5%. Et la bétadine reste vraiment un élément majeur. Les allergies à la bétadine, il n'y en a pas. Je vous ai montré ça très rapidement. Et les personnes confondent l'allergie avec l'iode. Alors, il y a des alternatives à la bétadine, comme l'exomédine, tout ça. Mais moi, personnellement, la plupart du temps, quand une personne me dit je suis allergique à la bétadine, je lui dis je vais en mettre sur votre peau, on voir ce que ça donne. La plupart du temps, ça ne fait rien, enfin, jamais d'ailleurs. Puis c'est vraiment, elle insiste, pas de bétadine, je lui dis je ne vous opère pas, je ne vais pas prendre le risque d'une endophtalmie pour ça. Ça, c'est Tchula qui avait montré au ECDU en 2002, 20 ans, que la bétadine, ça avait un niveau B, même pas un niveau A, c'est un niveau B, un niveau donc substantiel pour dire que ça protège quand même. Voilà. Mais tous les autres interventions qu'on faisait pour, à l'époque, il n'y avait pas la céphaloxime, pour la prophylaxie d'endophtalmie, c'était le niveau C, donc pas très bon. Et alors, bien sûr, on ne peut pas faire autrement que de parler de l'étude de l'ESCRS, alors qui est parfois contestée. J'ai du mal à comprendre parce que quand même, les gens qui ont fait ça, oui, on voit le nom de Peter Barry qui est mort il y a quelques années. C'était génial cette étude. Et cette étude, elle a montré justement l'efficacité de la céfuroxime à 1 mg, et puis l'inefficacité de la lévofloxacine d'une quinolone en collyre, c'est ça les résultats. Donc nos amis scandinaves ont montré ça, et il y avait une tellement grosse différence qu'ils n'ont pas continué l'étude parce que c'était non éthique par rapport aux gens qui ne recevaient pas la céfuroxime. Alors ça a été critiqué, moi je vais vous donner mon interprétation. La céfuroxime, c'est un antibiotique simple qui ne vaut pas cher du tout. Ça ne vaut vraiment pas cher. Et le challenger, c'est, comment dire, c'est l'équinolone. Alors les Américains, pas de critique, mais si vous voulez, beaucoup d'entre eux rejettent la céfuroxime et font la promotion d'équinolone pour lesquels il y a plein de résistance, mais surtout, ça vaut 10 ou 15 fois plus cher. Donc, vous voyez ce que je veux dire. On ne doit pas se laisser guider par l'argent, surtout dans un grand pays comme les États-Unis. Et la céfuroxime reste effectivement, ça c'est des méta-analyses, vous voyez, qui ont été faites. Enfin, on ne peut pas discuter l'efficacité de la céfuroxime. Les gens qui disent ça ne protège pas de l'endophtalmie, ils n'ont pas lu la littérature. Vous voyez, ici, la céfuroxime, quand ça ne touche pas, vous savez, la ligne ici verticale, ça veut dire que c'est bon, ça diminue. Donc la céfuroxime, c'est bon. Par contre, l'amoxifloxacine, donc la quinolone, je disais, c'est pas prouvé que ça diminue l'endophtalmie, mais ça touche ici. Et même la vancomycine, qu'il ne faut plus mettre, vous savez, la vancomycine, il ne faut surtout plus la mettre parce que le Center for Disease Control à Atlanta a précisé qu'il n'y avait pas de résistance, et la vancomycine, c'est le dernier antibiotique qu'on peut donner pour les endocardites. Donc, si on fait des résistances en mettant de la vanco dans l'œil, moi, il y a encore des collègues à Dijon qui font ça, c'est vraiment se conduire de façon à aller contre la société. On peut vraiment aller au pénal pour ça, s'il y a des problèmes. Et puis, je vous montre encore une étude maison qu'on a publiée aussi dans Ophthalmology en 2016. Donc là, on s'est intéressé, pareil, au big data 2005-2014 de cataracte, mais l'endophtalmie en France dans le pays. Donc on avait 6 371 242 yeux chez 3 983 000, etc., patients. Donc oui, ça cube quand même. Et on a étudié l'endophtalmie à partir des codes du PMSI, l'endophtalmie aiguë, on est d'accord. Et voilà toute la somme de ce qu'on a accumulé. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Oui, dans notre pays, entre 2005 et 2014, le nombre de cataractes a quasiment doublé en 10 ans. Par contre, le nombre d'endophthalmies, il a quasiment été diminué de moitié. Et ça, ce n'est pas le hasard ou l'intervention des saints du ciel, hein. C'est effectivement l'intervention par l'injection dans la chambre antérieure d'antibiotiques, vous voyez qu'elle a progressivement augmenté au fur et à mesure du temps en 2014. Et voilà les taux d'endophthalmie. Alors, c'est des chiffres, mais si vous voulez, l'endophthalmie, comme je vous disais, elle a été divisée par 3, hein. C'est 5 pour 10 000. Vous savez, les IVT, on a dit c'est 2 pour 10 000, hein, à peu près. Et vous voyez que ici, ça c'est avec la céfuroxime, et ça c'est sans céfuroxime. Et sans céfuroxime, c'est le double. Donc, si vous ne pouvez pas donner de céfuroxime, d'accord, mais il faut dire au patient, vous avez 2 fois plus de risque de faire une endophthalmie. Et ce qui est très intéressant, vous voyez, ça c'est notre étude, regardez, ça c'est la publication des résultats de l'ESRS. Donc, dès lors qu'on a su ça, on s'est mis à faire des injections, mais bidouillées au bloc avec la céfuroxime qu'on prenait, il y avait plein de trucs. La Procam, qui a été mis sur le marché par le laboratoire Théa. Je ne fais pas de pub du tout, hein, mais ils ont quand même eu le mérite de le faire. Ils ont mis pour un prix vraiment, en franche, ça vaut quelques euros, hein, ce produit à la disposition, j'allais dire, des patients. Et vous voyez que en noir, c'est le taux d'endophthalmie. Eh bien, quand on faisait de la bidouille avec la céfuroxime, ça n'a pas fait beaucoup diminuer l'endophthalmie. C'est quand on a eu la Procam, donc un produit industrialisé, manufacturisé, qu'on a diminué de façon dramatique, comme disent les Anglais, la prévalence d'endophthalmie. Donc, ça veut dire que, de même que pour les IVT pré-remplis, si vous plutôt de nous dire oh là là, ça coûte cher, combien ça coûte une endophthalmie? Ça coûte cher. Non. S'il y a des industriels qui se donnent la peine de faire propre, aux bonnes concentrations et de façon stérile, ben je pense qu'il faut les suivre. Et je pense que nos autorités devraient s'inspirer de ça pour prendre des décisions. Donc voilà, ce qu'on peut dire, on ne peut pas considérer aujourd'hui une chirurgie de cataracte sans. Alors, sans céfuroxime. Alors, on a dit, oh là là, mais alors, quand il y a une rupture de la capsule postérieure, il ne faut surtout pas en donner parce que ça va abîmer les peaux postérieures. Pas du tout, c'est notre ami Vincent Dayan à Montpellier qui a montré qu'en fait, ça ne changeait rien du tout. Et quand on sait que le risque d'endophthalmie est 4 fois plus après une, comment dire, après une rupture de la capsule postérieure, bien sûr qu'il faut en donner. Donc ça, c'est son travail qu'il avait fait. Alors, pour les IVT, ben là, je vais peut-être sortir, donc je voudrais vous aborder le traitement très rapidement de l'endophthalmie aiguë. En fait, on ne donne plus d'antibiotiques, hein, vous savez, parce que sinon, on abîme la flore. Donc, on ne donne plus d'antibiotiques dans les bonnes pratiques des messages créés. Ça, c'est un autre travail là-dessus. Je termine rapidement sur traiter les endophthalmies, puisque le traitement depuis 1995, il n'a pas changé, c'est toujours pareil, c'est basé sur le VS, hein, cette étude magnifique de 95, remarquable. Pourtant, il y a toujours des gens qui la critiquent, je n'arrive pas à comprendre ça. Vous voyez un nombre de patients très important, des personnes qui recevaient une vitrectomie initiale ou pas de vitrectomie avec des antibiotiques intraveineux et puis des antibiotiques intravitréens. Et en fait, bon, les détails sont bien connus. Alors le problème, effectivement, ce qui coince un peu, c'est que alors, comme antibiotique intravitréen, oui, il recevait de la vancomycine, ce qu'on donne toujours, de l'amicacine, on n'en donne pas tellement, on donne surtout de la ceftazidime aujourd'hui. Et surtout, très important, oui, ils avaient tous des sons conjonctivales de dexaméthasone. Très important, pourquoi? Parce que c'est la meilleure voie pour obtenir une bonne biodisponibilité des corticoïdes. Et ils avaient des antibiotiques fortifiés, oui, qu'on peut donner, et puis des antibiotiques intraveineux, la ceftazidime par voie veineuse, puis l'amiclin. Alors, problème, effectivement, l'amiclin, ça ne pénètre pas dans l'œil, donc ça pose un petit souci. Mais ce qu'on peut dire, cette étude, elle a montré qu'il y avait un avantage à la vitrectomie pour les personnes qui avaient perception lumineuse. S'ils avaient voix bouger la main, il y avait moins d'évidence. Alors, on me dit, différence entre voix bouger la main et perception lumineuse, pas facile. On est un peu revenu là-dessus, c'est-à-dire quand vraiment il y a
une atteinte très importante ou à bouger la main, on fait quand même la vitrectomie aujourd'hui. C'est un peu ce qui a changé. Mais on fait des antibiotiques intravitréens chez tout le monde et on les répète. Hein. Et les antibiotiques intravitréens, et ben voilà la recette. Hein. C'est 1 mg de vancomycine pour les grammes plus, et je vous dis c'est ça les grammes plus, le Fortum, la ceftazidime, 2 mg sous un volume de 0,1 ml ou voire 0,05 ml. Et vous regardez bien les produits de dilution qu'il faut utiliser, soit l'eau stérile, soit le chlorure de sodium. Et puis surtout, on les injecte en 2 endroits différents avec une aiguille 30 ou 31 dans le vitré, sinon ça précipite. Voilà les produits. Je pense que ça, c'est bien acquis. Les corticoïdes, on peut les donner mais, en intravitréen, mais pas à la première. Hein. À la deuxième injection, classiquement, on fait l'injection intravitréenne, on voit ce que ça donne 48 heures après, parfois 24 heures, on recommence, et puis là, on injecte en sous-conjonctival les corticoïdes, l'examéthasone, et puis en intravitréen, 400 microgrammes. Ça, c'est un travail qu'on avait fait dans le British Journal en 2016, justement sur le fait de mettre précocement de la corticostéroïde dans le vitré. Nous, on a toujours pensé que c'était mieux d'en mettre. En fait, dans cette étude, on n'a pas vu la différence et dans la littérature, le travail n'est pas fait. Donc, un sujet de discussion. Antibiotiques fortifiés, antibiotiques systémiques, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si vous ne pouvez pas en donner, n'en donnez pas. On discute effectivement de donner une quinolone et puis un antibiotique classique comme le Fortum, par exemple, ça pénètre. Alors, la vitrectomie, c'est pas simple hein, dans une endophtalmie parce qu'il faut faire toute la toilette du segment antérieur, la cornée, souvent on a des épithélialisés. Bref, si on fait la vitrectomie, il n'y a pas besoin de tout retirer, il faut simplement enlever la partie centrale, mais il y a des adhérences avec la rétine, puis c'est là où surtout on fixe le pronostic, elle doit rester centrale, et quand on a une rétine qui est toute blanche, toute nécrosée, effectivement le pronostic n'est pas bon. Et puis donc, on répète, hein, je vous ai dit ça, et puis ça permet de garder les gens à l'hôpital moins de temps qu'avant, hein, ça de toute façon. Ça, c'est des résultats qu'on avait fait avec le groupe Friends au niveau comment dire, de la vitrectomie, justement. L'aggravation des signes pousse également à faire la vitrectomie. Hein, il n'y a pas que l'acuité visuelle de départ. Et vous voyez, il y a quand même des complications, luxation de la lentille dans le vitré, hémorragie, hématome, bref, etc. Des colonnes rétine pérope, des hypertonies, des phtises, hein, ça va quand même pas tout simple. Et voilà, donc, 6 mois après, dans notre étude Fred, on avait à peu près une centaine d'endophtalmies. Vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui peuvent récupérer une acuité visuelle quand même bonne, hein, par rapport à ça. Mais on voit aussi que plus l'acuité visuelle de départ est bonne, et meilleure elle est à l'arrivée aussi. Hein. Donc c'est ce qu'on peut dire. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'il faut retenir sur le traitement. Et puis surtout les problèmes d'œdème maculaire chronique. En conclusion, l'endophtalmie, malgré les succès fabuleux, hein, chirurgie de la cataracte, moi je fais beaucoup de cataracte, je fais beaucoup de glaucome aussi. Si on pouvait avoir la phaco dans le glaucome, on serait drôlement heureux. Hein. On n'a pas eu une évolution technologique aussi majeure dans d'autres domaines. Et malgré tout, de ces succès, hein, de la chirurgie de la cataracte, l'endophtalmie aiguë, ça reste toujours un problème, et c'est ce que je dis aux jeunes, ça se prévoit avant, tout ce qu'on peut faire pour l'éviter, il faut le faire. Hein. C'est le, le respect de l'asepsie, de l'antisepsie, bien sûr. Vous savez, comme on ne fait plus de lavage des voies lacrymales, ça ne se fait plus, parce que sinon on libère des germes là où il ne faut pas. Le traitement par la céfuroxime, enfin la prophylaxie, c'est essentiel. Puis que les patients, surtout quand on fait de l'embu, soient bien informés, qu'ils aient un numéro de téléphone pour appeler tout le temps, et puis qu'on les reçoive rapidement pour injecter des antibiotiques intravitréens. Diagnostic différentiel de TAS, pas passer à côté. Puis j'ai mis ces photos sans masquer les yeux. Il faut penser aux problèmes humains. Hein. Vous voyez, si on a dit il y a 5 endophtalmies pour 10 000 opérations, en France, on est à 900 000, 900 000 cataractes par an, ça fait 50 personnes par an qui sont dans le lac. Hein, donc, il faut bien penser à ça. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre très gentille invitation, comme d'habitude.
J'ai l'habitude de dire qu'une grande partie de mon cœur est au Maroc, avec les Marocaines et les Marocains, et je vous assure que c'est très sincère. Merci beaucoup, je vous souhaite un très bon congrès.